Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien. Lorsqu'on considère le triste spectacle que celui du sombre tableau que présente le monde aujourd'hui en 2020 comme un monde des morts, des blessés et surtout une opinion internationale profondément remuée, traumatisée et toujours divisée, c'est le cas de tous les jours en Israël, en Palestine, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, en Somalie, au Nigeria, pour ne citer que ces pays-là. Et lorsqu'on met cette situation en équation avec tout ce qui a été investi, réalisé ou suggéré comme la construction des centres, des maisons pour éduquer, former et expérimenter dialogue sur la paix ou encore des différentes colloques, symposiums. La chaire UNESCO sur les dialogues interreligieux et interculturels pour réfléchir, penser, produire et élaborer des recommandations, des programmes pour la paix et la sécurité. Le constat conduit à une inadéquation entre l'investissement et le problème à solutionner. Il se pose alors la question sur le rôle des dialogues interreligieux et interculturels. Autrement dit, les dialogues interreligieux et interculturels sont-ils la vraie voie de sortie des conflits interreligieux? Dans cet entretien, un spécialiste de la question nous dévoilera le problème ou les problématiques empêchant nos États à un bon dialogue, gage de la paix et de la sécurité sociale. Je reçois donc sur ce plateau, bien sûr, Dr Augustin Corsi Aroga. Il est enseignant, chercheur. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue dans les locaux de ETélé. Merci beaucoup. Et bien sûr, nos téléspectateurs voudraient bien sûr mieux vous connaître, docteur. Merci. On m'appelle Aroga Corsi Augustin. Donc, je suis docteur en théologie. Ma spécialité, c'est l'anthropologie religieuse. D'accord. Je suis occupé à réfléchir sur l'homme. Et j'ai aussi participé au dialogue interreligieux. Et c'est par rapport à ça que je me suis intéressé et investi pour essayer de voir le dialogue en Afrique. Alors, on va commencer par cette question, docteur. Que peut-on comprendre réellement par dialogue sur le plan large du thème? Bon, avant qu'on le commence, je réponds à votre question. Permettez-moi quand même de saluer le directeur de cette maison et qui, ayant appris ce que j'ai fait comme recherche, a dit mais il faut partager un peu vos découvertes avec notre peuple. Évidemment. Et là, je vois que sa vision sur les médias est beaucoup plus large que la vision commune. Parce que très souvent, on pense que les médias ont pour rôle de diffuser les insolites. Mais lui, par cette vision, il montre que le rôle d'éducation des médias est important parce qu'inviter quelqu'un qui a fait des recherches pour partager, c'est échanger, pour faire découvrir. Ça a l'aspect d'éducation. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Et je voudrais dire merci. Et aux téléspectateurs qui nous regardent, je vous invite peut-être à une patience parce que écouter un aspect de la réalité quotidienne auquel on n'est pas habitué pendant 80 minutes, il faut faire un choix. De toute façon, ce sera un échange vraiment riche. D'accord, j'espère qu'à la fin, vous serez bouillonné de questions pour que nous puissions continuer la suite après. Alors, je cherchais à comprendre le sens qu'on peut donner au dialogue sur le plan large du terme. Oui, le dialogue. Quand on le dit comme ça, c'est un concept. Et le concept est beaucoup élaboré par le monde occidental. Mais la réalité désirée par le dialogue est complexe. C'est vaste. Oui. Et très souvent, ce que je fais avec mes étudiants, au lieu de rester dans le concept qui ne dit pas beaucoup de choses, pour nous les Africains, je nous emmène souvent à revoir ou à dire les choses par notre moyen. Et c'est comme ça que si je dois définir le dialogue, j'allais suggérer en disant par exemple, j'ai écrit quelque chose ici, on ne
peut pas labourer, semer et récolter le même jour. Pas évident. C'est pas possible. On ne peut pas peindre du noir sur du noir. Impossible. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc. Impossible. Ça veut dire que... Ça n'aura aucun sens. Oui. Il faut du noir et du blanc pour qu'on puisse vraiment avoir ça. Donc, prendre deux choses pour en constituer, ça c'est ça le principe du dialogue. Mais le dialogue touche tous les domaines de l'existence. C'est un bien humain précieux, mais que la majorité des humains n'en est pas consciente et ne cherche pas à bien comprendre. Par conséquent, on n'arrive pas à gérer ce bien précieux que nous avons, qui est le dialogue. Et vous savez que le dialogue intervient dans beaucoup de choses. Et lorsque on prend, dans le cas spécifique, nous sommes dans le cas religieux, mais le dialogue intéresse toutes les activités de l'humain, mais surtout quand on prend les gros blocs. Par exemple, c'est bon, le commun du Béninois, il parle de l'État, mais il parle des religions. Là, est-ce qu'on n'a jamais réfléchi? Quel est le rapport donc? Oui, ça fait deux entités qui vivent dans le même environnement et qui des fois font des activités qui peuvent être similaires. Quel est le rapport entre les deux? Avons-nous réfléchi pour voir dans quel domaine il peut y avoir complémentarité? Est-ce que l'homme politique connaît le religieux, sa fonction? Alors que si vous prenez l'humain, pour qu'il soit équilibré, il a la dimension religieuse. Et c'est ce religieux, c'est cet aspect religieux qui va lui conférer l'équilibre, qui va lui permettre donc de dialoguer. Donc, et ça, c'est le dialogue. Donc, on peut parler du dialogue État, Église ou État-religion. Ou on peut parler du dialogue, par exemple, politique et royauté. Parce que ça fait deux entités qui vivent dans le même environnement. Et ne pas y penser, ne pas réfléchir, peut amener des conflits. Donc, pour qu'il y ait dialogue, il faut forcément deux concepts d'ordre. Deux entités. Et maintenant, pour qu'ils puissent dialoguer, il faut obligatoirement la connaissance de l'autre. Sinon, la présence ne suffit pas au dialogue. On peut être présent sans dialoguer. On aura l'occasion donc de développer cela après. Donc, le dialogue signifie deux choses. Mais pour qu'on parle de dialogue, il faut une recherche de compréhension de l'autre. C'est cette démarche qui enclenche le processus de dialogue. Sinon, on peut être présent. Et justement, je voudrais qu'on s'intéresse à présent à celui interreligieux. Que peut-on vraiment comprendre par ce thème? Vous voyez, le dialogue interreligieux. Parce que l'homme ne s'intéresse pas beaucoup au dialogue. Le seul endroit où il va parler du dialogue, c'est lorsqu'on vient dans le cas de religion. Et l'Africain est foncièrement religieux. Il ne peut exister ni fonctionner sans sa croyance. C'est rare de trouver des athées, même si on dit qu'il est athée, c'est pas sûr. On peut le découvrir. Alors, parce que des fois, sa religion n'est pas réfléchie et que c'est une adhésion affective sans réflexion, il n'arrive pas à dire, mais l'autre qui n'a pas la même forme ou la même manière de croire que moi, alors, est-ce que je peux le connaître? Est-ce que je peux échanger avec lui? Non. Parce que c'est affectif seulement. Alors là, il dit, j'ai raison. C'est moi qui ai la vérité, toi tu n'en as pas. Et c'est là les conflits. Et ces conflits font qu'on voit partout. Et c'est pour ça que les gens disent, s'il y a conflit, allons chercher. Donc, ici, ce dialogue, c'est parti toujours du conflit. C'est le conflit qui occasionne. Les religions occasionnent de conflits. Parce que très souvent, on n'a pas eu le temps donc de bien comprendre. C'est pourquoi on parle de nos moments de dialogue interreligieux. Un effort, une recherche de solutions. Mais ailleurs, où les spécialistes ont vu que le dialogue est une réalité incontournable, source de développement, ils ont réfléchi. Et on a dû développer ce qu'on appelle la typologie du dialogue. C'est ça. Pour permettre de dire, mais quels sont les types de dialogue qui existent? Et pour les localiser, pour dire, si on veut aller dialoguer, on n'improvise pas la résolution du conflit. Il doit y avoir des mécanismes. C'est pour ça que dans la typologie du dialogue permet d'enseigner les gens qui vont dans les écoles pour être des agents de réconciliation. Tantôt, vous avez parlé de dialogue suite à des conflits. Est-ce que ça dit qu'on ne peut pas enclencher un dialogue juste pour faire un état des lieux d'une situation, par exemple? Au fait, ce que je propose, c'est
de ne pas attendre le conflit Voilà. pour faire le dialogue. Et ce dialogue, c'est un peu comme on s'entend pour découvrir, pour dire mais qui suis-je? Et si je veux revenir à ça, je parle même de dialogue. L'individu doit faire un dialogue entre lui. Se réconcilier avec soi, c'est une approche de dialoguer. Est-ce que vous connaissez? C'est une question. L'Africain se connaît-il? Religieusement, culturellement, est-ce qu'il se connaît? Alors le dialogue que je propose, c'est si on veut entreprendre ce dialogue, il faut chercher à connaître qui suis-je, religieusement, culturellement, nos valeurs. Est-ce que nous les connaissons encore? Elles s'expriment aujourd'hui dans le monde globalisé. Comment? Sans faire cette approche, sans entreprendre cette approche, on n'est pas en train de dialoguer. Mais le dialogue, ce n'est pas seulement entre les humains, c'est entre le cosmos. Le cosmos, c'est notre environnement. Et cet environnement, qu'est-ce qu'il nous livre comme message, comme défi? Et si on n'entreprend pas pour comprendre ces défis, on ne peut pas aller chercher ou résoudre les problèmes qu'ils nous posent. Et cette démarche-là, c'est ce que j'appelle le dialogue. Donc, c'est ça un peu. Et justement, pourquoi est-ce que vous, docteur, pourquoi est-ce que vous avez consacré des années sur le dialogue pour en proposer une approche africaine? Ah, ça, c'est une question fondamentale et vous m'amenez à vous restituer un peu ma démarche voilà. dialogale de mon identité. Pourquoi pas? Au fait, premièrement, mon histoire est une histoire de dialogue. Dialogue interreligieux. Moi, je suis né dans le village et j'ai grandi jusqu'à la puberté, c'est-à-dire à l'adolescence. Et j'ai été initié. Vous voyez mon nom. Vous avez été initié? Oui, à quoi? J'ai été initié aux croyances africaines. Quand j'étais un enfant. Et vous comprendrez cela parce que mon grand-père Aoga, au fait, ce n'était pas son nom. Il est un devin. Et à l'époque, il n'y a pas de médecine, il n'y a rien. Alors, il est si puissant dans la guérison des plantes. Ça encore, c'est un dialogue. On ne peut pas avoir un guérisseur des plantes qui ne pratique pas normalement la divination. Parce que quand le mal vient, il faut consulter pour voir est-ce que c'est d'origine, je dirais, culturelle ou c'est d'origine biologique. Donc, quand il consulte, c'est le dialogue entre normalement la guérison et puis le diagnostic. Il est tellement fort que... Et il était lancé, il avait 2,05 m. C'est ça qui explique qu'on dit devin lancé à Onokaga. C'est ça qui est devenu. Donc, mon père a hérité donc la guérison par les plantes. Et étant fils aîné, parce que pour mon père, nous sommes 9. Wow. Mais je suis parmi les 4 premiers, le seul garçon. Donc, c'est comme ça que j'ai été initié. Je suivais papa pour comprendre les plantes, comment faire. Initié aussi un peu à la divination. Donc, c'est cette histoire. Et concomitamment à cette appartenance, je dirais, aux religions endogènes. Aujourd'hui, nous disons religion endogène, mais sinon, académiquement, le mot pour désigner les croyances africaines, c'est religion traditionnelle africaine. C'est au Bénin que nous, on est en train, donc, en anthropologie et en sociologie, de donner religion endogène. Sinon, vous sortez d'ici, vous arrivez dans d'autres pays. J'ai eu l'occasion d'aller dans ces pays. Quand vous étudiez les religions, on dit religion traditionnelle africaine. C'est ça. Oui, chez nous, on dit religion endogène. C'est une forme d'utilisation du vaudou. C'est-à-dire les intellectuels pensent pour donner une valeur au vaudou. Il faut parler de l'endogène. Oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'on parle de religion endogène. Donc, et donc, vous étiez en train de raconter votre vie. Concomitamment à ça, donc, j'ai été aussi au christianisme. Parce qu'à l'école... Après votre Non, initiation, cumulativement que je vivais ça. Ça, c'est un C'était dans quelle patrimoine. optique? C'était une obligation ou c'était par recherche? Non, en fait, lorsque vous allez à l'école, qu'est-ce que l'école nous a fait? Nous a arraché de notre culture et nous a fait comprendre d'autres choses. Et dans cette chose qui a été comprise, donc il y a le christianisme, sur lequel je reviendrai. Donc j'ai hérité le christianisme par rapport à l'école. Donc j'allais à l'église. Et donc j'ai été à l'église. Et n'eût été mon papa, je devais devenir prêtre. Wow. Et c'est lui qui a refusé.
Après le seul avoir fils. été un initié de la religion Mais oui, endogène, mais devenu encore prêtre. c'était pas une incompatibilité à l'époque. C'était D'accord. pas incompatible. Donc, et je me suis contenté donc du quatrième sacrement qui est normalement la solennelle, la communion solennelle, je l'ai eu. Donc c'est là où je m'étais arrêté. Si papa n'avait pas refusé, je serais rentré au séminaire. Donc ça veut dire que vous alliez à l'église et vous étiez aussi de l'autre côté. Mais oui. Comment est-ce que ça se faisait comment Au est-ce fait, que vous gérez les deux? à l'époque, ça c'est vers les années 60, 69, 66, là, il n'y a pas incompatibilité. Il n'y a pas incompatibilité. Hein. Même des fois, les gens venaient de l'église voir papa. Oui, il n'y avait pas incompatibilité. C'est pourquoi je parlais que mon histoire est dialoguée. C'est interculturel. C'est quand même interreligieux. Oui, donc j'allais faire ça là. Mais ce n'est pas tout. Donc, alors j'ai dû quitter le village, oui, pour des raisons de menaces de puissance occulte. Vous étiez déjà vous aviez trop de puissance, c'est Non, ça? pas ça, pas ça. Okay. Pour être clair, donc il y a un problème de sorcellerie. Qui a commencé à vous emmerder. Oui, à m'emmerder. Et puis, bon, j'ai un oncle qui a dit, bon, il faut quitter le village. Donc c'est comme ça que j'ai quitté. Au risque de perdre votre vie. Oui, et arrivé là-bas, donc j'ai continué mes études. C'était à Parakou. De Parakou, je suis arrivé à Boycon. Et puis, donc, j'ai fait Boycon, j'ai fait le lycée. C'est au lycée, en classe de terminale, que j'ai rencontré donc, une autre catégorie. Donc, je suis dans ce qu'on va appeler la religion chrétienne, mais il y a des variétés, on va venir dessus. Donc, j'ai rencontré un autre groupe de personnes en classe de terminale, ou dans une discussion, ils me posent des questions, et puis ils me lancent des défis. Avec tout ce que moi j'avais. Vos camarades d'école? C'est un. D'accord. Il est différent de nous dans la classe. Il est le sérieux et tout le monde l'apprécie. Donc, et puis, il m'a posé une question et je lui ai dit, mais non, je n'avais pas la paix parce qu'il était poursuivi. Il me dit, oh, si vous connaissez Jésus-Christ, vous aurez la paix. Il dit, c'est quoi ça? Moi, je suis ici, je l'ai cité tout ce que j'ai comme normalement sacrement. C'était comme ça. Mais j'étais curieux parce que c'est au temps de la Révolution. Et là, on avait étudié la philosophie. Donc, c'est comme ça que je suis parti à une nouvelle foi, mais toujours dans la tradition. Vous voyez, c'est la tradition chrétienne. Ouais. Et je les ai rencontrés, c'était les évangéliques, et du nom de l'Église baptiste méridionale. C'est là où, pour la première fois, je prendrai contact avec, normalement, la Bible. Sinon, jusque-là, je n'ai jamais touché, je ne veux pas. Mais bien que vous ayez tous ces sacrements, vous n'avez pas pris contact de la Bible? Non, au fait, dans la tradition, à l'époque, dans la tradition catholique, c'est le clergé qui, normalement, étudie pour le laïc. Ah, oui. Et c'est le jour que j'ai pris ma communion solennelle que j'ai mis la main dans la Bible. C'est là, ça fut mon premier contact. Ah bon? Et le définitif. La Bible n'était pas accessible à tous? Non, non, c'était pas accessible. Ouais. Et donc, vous avez pris connaissance avec la Bible. Et c'est avec eux. Et eux autres, c'est le contraire. À tous les élèves qui étaient capables, ils nous ont donné le Nouveau Testament. Et c'est comme ça que j'ai commencé par lire le Nouveau Testament. Et j'ai fait une expérience avec eux. C'est comme ça que, c'était un défi pour moi. Mon arrière-plan, religion endogène, le catholicisme, je trouve encore un autre évangélique. Donc, eux autres, ils m'ont challengé parce qu'il fallait lire et discuter. Donc, après cette expérience, je suis arrivé à l'université. C'est là où j'ai rencontré un groupe, on appelle le groupe biblique, des élèves étudiants, qui étudient la Bible avec une approche scientifique. C'était ça, le déclic dans ma vie. J'ai dit, donc, il y a une possibilité. Alors, il y a une autre façon. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Et c'est avec eux que, quand j'ai fini ma maîtrise en économie, alors, donc, je suis parti me faire former en théologie en France. Ouais, j'ai fait une autre maîtrise pour apprendre l'approche. Vous voyez que ma vie est dialogale, donc j'ai appris, vous voyez un peu avec... Mais c'est toujours dans la même tradition, la tradition, normalement, chrétienne. Oui, oui. Alors, pensez-vous que votre approche pourra apporter la solution aux maux qui minent l'Afrique aujourd'hui? Bon, je pense que pour répondre aux gens pour qu'ils me suivent, c'est bon de savoir que
quand Oui, j'ai fait... on va d'abord appeler les approches Oui, sur lesquelles vous avez fait les recherches. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Sinon, ça serait difficile pour les gens de suivre. D'accord. Alors, lorsque j'ai fait normalement la maîtrise, je suis revenu, j'ai servi, et en servant, j'ai servi au niveau de l'Afrique francophone. 18 pays, je m'étais occupé des cadres, donc d'abord des chrétiens, des étudiants chrétiens. Et c'est là que j'ai découvert le dysfonctionnement qui existe entre normalement l'intellectuel africain sur le plan religieux. Le dysfonctionnement s'exprime par le fait que c'est difficile pour lui de conjuguer et de voir les deux et d'assumer. Ça m'a amené à approfondir. Donc, je suis parti faire des recherches maintenant sur la tradition africaine. J'ai fait donc un master en Angleterre et là, j'ai travaillé sur une structure sociale africaine qu'on appelle le Lévira. Oui. Lorsque quelqu'un meurt, on prend son frère. Oui, et puis il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant. Alors, donc, normalement, son frère prend sa femme et les enfants, comme lui appartiennent. Donc, quand j'ai fait ça, là-bas, il n'y a pas eu de données plausibles de recherche. C'est eux qui m'ont orienté vers l'Afrique du Sud. Pour dire, si je veux faire des recherches sur les réalités africaines, je ne peux pas trouver matière ou personne spécialiste pour accompagner. Donc, je suis parti à l'Afrique du Sud. Donc, j'étais donc en train de partir faire cette recherche lorsque j'ai été interpellé par normalement un conflit dans mon ethnie, parce que je suis parti. Voilà. Oui. Et c'est ce conflit qui m'a amené à dire, mais au lieu donc de continuer les recherches uniquement sur certaines structures sociales africaines, je l'ai orienté vers la résolution donc de ce conflit. D'où le Madir. Oui, d'où le Madir. Voilà. Donc, j'ai fait la recherche pendant 7 ans. Mais ce n'est pas une recherche normalement théorique, c'est empirique. Et c'est à partir de la résolution donc, de conflits que j'ai fait sortir l'approche. Ça veut dire que ma recherche a été ce qu'on appelle la recherche stratégique. C'est un objet de recherche, mais qui est associé aux réalités contextuelles. Et de là, on bâtit le matériel. C'est ça la stratégie de recherche. Donc, mon modèle s'appuie sur ce qu'on appelle la stratégie de recherche. Jusque-là, on fait beaucoup de recherches, mais on fait dans les bibliothèques. Et j'ai montré que si nous voulons que l'Afrique ait normalement sa connaissance à elle, pour pouvoir exporter, permettre aux gens de connaître, il faut une autre approche de recherche. Au lieu de faire les recherches sur ce que les autres ont déjà recherché, nous devons faire les recherches à partir de nos réalités. C'était la motivation principale qui m'a amené donc à aller faire cette recherche sur le dialogue. Et ça a été concret. Donc, après la résolution, alors j'avais sorti un modèle qui est basé sur une réalité. Et c'est pour ça qu'on appelle modèle africain du dialogue religieux. Le Madir, comme je le disais. Et je demandais si vous pensez que cette approche pourra apporter quelque chose, pourra apporter une solution aux problèmes que vivent, n'est-ce pas, nos États africains. Oui, et je pense que jusque-là, quels sont les grands problèmes que tout le monde soulève, vont crier? Nous avons un problème vraiment d'identité. L'intellectuel africain a une crise d'identité en ce sens que ce qui lui appartient en ce qui concerne culture et foi, il ne le maîtrise pas parce que quand il va à l'école, on lui a d'abord enseigné, par l'esclavage, qu'il est moins humain. L'Africain. Ah oui, ça a été fait et ça a été démontré. Même le Code noir a développé ça. Et lorsqu'on fait l'hiérarchie des âmes, l'âme humaine, c'est l'âme du blanc. Et le rang inférieur, c'est les Indiens. Et les Africains sont normalement en bas. Les derniers. Les derniers, et c'est ça qui explique pourquoi on ne nous considère pas comme des humains. C'est à favoriser le traitement de l'esclavage. C'est pour ça qu'on peut marquer le noir. Vous voyez, c'est cette mentalité. Cette étiquette-là. Cette étiquette, oui. Oui, donc nous ne sommes que moins humains. Et ça, c'est important de comprendre. Et des fois, nous-mêmes, nous acceptons
que nous sommes moins que humains. On n'avait pas le choix, non? On a bien le choix. Ah oui. Là, avant, au moment où nos parents subissaient l'esclavage, on n'avait pas le choix. Ouais. Mais maintenant, nous avons été à leur école. Nous avons compris. Le moment de la négritude, tout ça s'est développé. Et quand on nous met dans les mêmes conditions, eux-mêmes, ils ne voient pas notre poussière comme on dit en Afrique. Est-ce que ils voyaient déjà les potentialités que nous avons si entre-temps on ouvrait les yeux? Oui, en fait, je crois que dans la rencontre, et que eux autres, ils avaient eu cette victoire dans les premières rencontres, c'est qu'ils se disent, mais bon, non, ce n'est pas des humains. Parce que le développement des sciences sociales et à l'époque, le XVIIIe siècle, ont favorisé ça là. Le développement des sciences sociales dit quoi? Qu'il y a une hiérarchisation de la société. Que toute société qui existe commence par, normalement, la sauvagerie. Toute société. Toute société. C'est ça ce que Auguste Comte, l'anthropologue, a développé. Donc il y a la sauvagerie, la barbarie et la civilisation. Donc si on prend un peu, on doit classer, vous êtes où? Soit vous êtes à la sauvagerie, vous êtes à la barbarie, vous êtes à la civilisation. Et quand on regarde l'Afrique, on le dit, on est à la sauvagerie. Nous faisions quoi avec la nature? C'est pour ça qu'on nous classe comme ça. Donc vous voyez, le développement même de la science sociale, avec ses présuppositions. Et cette science anthropologique, sociologique que nous avons, c'est ça qu'on nous a enseigné. Et quand on nous enseigne, qu'avons-nous fait de cette science? Nous les répétons. Simplement. Et quelqu'un parle de péréquotage, nous péréquons. Et mon approche dit, mais non, on a écrit sur nous. On nous a fait croire que c'est comme ça que nous sommes. Mais il faut faire des recherches pour montrer, non, nous ne sommes pas comme ça. Donc, quand on parle d'anthropologie, on doit parler d'anthropologie africaine. Vous avez vu que les philosophes ont commencé. On a parlé de la philosophie africaine. Ouais. Et vous avez, ça, c'est un mouvement. C'est l'intellectuel africain qui découvre, non, je peux. Alors, je me pose la question aux philosophes qui disent la philosophie africaine. Des fois, l'illusion, c'est que vous les interrogez, connaissent beaucoup ces philosophes occidentaux. Et je dis, mais quelle est l'approche africaine de la philosophie? Quelle a été la démarche qui a été effectuée pour faire sortir la philosophie africaine? Et je dis, pour faire ça, là, nos parents n'ont pas d'écriture, on nous appelle le peuple verbomoteur. Ça veut dire quoi? C'est le verbe, ce n'est pas le verbe que nous communiquons. Oui, les gestes qu'on ne peut pas transcrire souvent et la parole. Et des fois, le geste parle, nos corps parlent. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi nos tantam parlent. Tout ce qui a fait, ça parle. Et parce que nous communiquons par ces moyens, par l'écriture. Donc c'est ça, c'est pourquoi on appelle le verbomoteur. Je dis, si on veut découvrir la philosophie africaine, ce n'est pas en lisant dans les livres sur les philosophes qu'on va découvrir. On a besoin de les connaître, le dialogue. Mais nous, on doit faire une démarche. Donc mon approche dit, si moi je veux, par exemple, faire pour qu'on ait la philosophie Marie, vous ne verrez pas ça dans un livre. Voici, vous verrez ça, il faut aller questionner. Allez chez nos chanteurs. Vous voulez connaître la philosophie, il faut étudier et transcrire les paroles dans les chants des Gagnons, des Alopons, des Bézés. Il y a l'aspect philosophique qui serait Marie, que la démarche que je propose va pour chercher. Et comme ça, si on transcrit désormais, on peut avoir la pensée Marie, par exemple, sur la fin, sur le déterminisme. Parce que c'est des thèmes philosophiques. Ça. Il y en a plein. J'ai commencé par les étudier. Le déterminisme qu'on voit en philosophie, comment est-ce que chez le Marie ça s'exprime? Il faut interroger les chants. Vous avez commencé par le Marie parce que vous-même vous êtes Marie. Je suis Marie. Ma démarche est comme ça. Et je dis, c'est une démarche ethnologique. C'est-à-dire, moi je parle Marie. Pour aller faire des recherches, d'abord, je suis de Marie, j'ai un arrière-plan, j'ai des parents. Et il faut retourner pour aller faire. Et c'est l'intellectuel qui fait ce dialogue. C'est lui qui, avec la science qu'il a appris, les méthodes de recherche, va vers ses parents. Et en allant vers ses parents, alors il communique. Le travail est facile. Et c'est difficile. Et c'est ça
que nous ferons, si on ne peut pas avoir développement, nous ne pouvons pas apporter quelque chose de nous pour le reste du monde. Quand je prends le Bénin maintenant, quelle est la philosophie, par exemple, des Bariba sur la détermination, dit le hasard? Si je dis, si vous prenez le maquis, moi je l'ai étudié, c'est pourquoi elle est fait. Et je vous dis, dans l'approche que j'ai développée, lorsque j'ai effectué le retour, j'ai découvert normalement que je n'étais pas un vrai maquis. Ah bon? Ah oui, on peut être des maquis, mais une fois que j'ai été à l'école, j'ai appris chez le blanc, il y a des choses que je ne comprenais pas. J'ai réappris à parler le maquis. Pour déterminer un maquis, au fait, il y a le patrimoine, il y a le sang, mais il y a aussi l'expression qui s'exprime par la danse, qui s'exprime par l'approche, la méthode de pensée. Et vous ne pouvez pas rester à Cotonou et développer et comprendre. Non. Donc c'est pourquoi je parle d'une approche incarnationnelle. Il faut s'incarner dans sa propre culture et faire sortir les réalités telles que ceux qui la vivent l'expriment et non ce que nous on écrit dessus. C'est pourquoi mon approche dit le chercheur ne devait pas aller interpréter. Sa méthode doit être faire sortir qu'est-ce que les gens eux-mêmes s'expriment. Et c'est ça qu'il faut transcrire pour permettre aux gens de comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure des recherches que vous avez faites puisque vous étiez marié. Est-ce que vous avez pu élargir lesquelles recherches? Vous avez pu élargir ces recherches-là à d'autres régions? Non, au fait, ce que je fais, c'est qu'il faut que ma recherche serve déjà mon peuple. Il faut que les intellectuels maris, par exemple, soient au courant, qu'ils savent ça. Et dans mon approche méthodologique, c'est ce que j'ai fait. La première chose que j'ai fait, c'est de dire, mais y a-t-il un regroupement maquis? Parce que si tu fais des recherches, c'est ça d'abord. Alors, c'est grâce à cette recherche que j'ai découvert qu'il y avait une association des intellectuels maquis. Oui, le maquis. Donc, vous n'en faisiez pas partie? Pas du tout. Donc, le retour a fait que j'ai pu rencontrer le président de l'association et qui m'a permis d'avoir certains documents qui existent. Et c'est lui qui m'a dit, mais écoute, il n'y a rien d'écrit vraiment sur les maquis. Notre histoire même n'est pas écrite. C'est pourquoi le deuxième chapitre de ma thèse portait sur l'histoire maquis. Et je l'ai faite avec les gens. Et je vous dis, c'est là où j'ai découvert que, en fait, c'est les croyances qui portent encore les informations, même culturelles. C'est les croyances qui portent ça. Et j'ai fait sortir un principe et j'ai parlé de l'identité ethnique comme base de dialogue. C'est ça. Vous voyez, identité ethnique comme base de dialogue, c'est-à-dire, c'est quand vous recherchez à définir votre identité que vous créez le dialogue. Voilà. Oui. Et parce qu'on a construit l'identité désormais ensemble. Avant, je ne connaissais pas, il y a des cons que je ne connaissais pas, il y a des personnes que je ne connaissais pas, mais ma recherche a fait que j'ai intégré. Et j'ai eu beaucoup d'amis, des vieux. J'ai rencontré des gens qui ont 104 ans, qui ont parlé de l'histoire, du village, tout ça, qu'on a transcrit. C'est ça, au fait. Et ça, maintenant, donc, au moins, quand j'ai commencé la démarche, j'ai découvert. Et il y a tous les 3e week-ends de novembre, une rencontre pour les maris. Grâce à vous. Et non, il le faisait. Mais moi, j'ai découvert. Et maintenant, je voyais beaucoup de jeunes intellectuels maris. Pour aller s'informer. Pour aller s'informer. Pour aller suivre la réalité de leur région. Parce que comment on va découvrir nos valeurs africaines en étant à Cotonou, en étant ailleurs. C'est là. Et là où on se regroupe. Et lorsque les gens se regroupaient, les chantres viennent. Ils invitent les chantres. Ils chantent les valeurs. Et le rôle de l'intellectuel qui est le chercheur, c'est de transcrire. Parce que sans ça, vous n'allez pas comprendre. Non. Alors, jusque-là, je ne connais pas votre ethnie, mais je fais chez moi. Le Bariba fait, et c'est. Et puis, on publie. On va commencer par faire émerger les réalités. Forcément. Et c'est sur ça qu'on va faire les analyses. C'est pourquoi je parle donc de l'identité ethnique comme base de dialogue. Et le second principe, l'histoire culturelle comme favorisant la confiance mutuelle. Parce qu'on a construit l'histoire ensemble. Je vous raconte pour vous permettre de comprendre ça. Si. Le jour de la rencontre, où il y a d'un côté, il y a fait interreligieux entre un groupe chrétien, Assemblée de Dieu, et les Vaudounos. D'accord. Oui.
Et le jour qu'on a fait la rencontre, au fait, vous imaginez, ils étaient tous séparés. Chacun dans son coin. Dans son coin. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ils ne se connaissaient pas. Bon, non, c'est parce qu'il y a conflit. Il y avait conflit. Quand il y a conflit, normalement, vous savez, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La manière dont j'ai introduit et qui m'a permis de faire sortir ce que j'ai appelé l'identité ethnique, j'ai dit, mais qui sont ceux qui sont dans le groupe, normalement, des chrétiens et qui sont dans le groupe vaudou? Qui sont ceux qui sont diétons? Levez la main. Vous voyez? Et donc, à un moment donné... Diéton, là, c'est quoi? Ça, non, c'est le clan. Voilà. Accord. Ok. Accord. J'ai utilisé, c'est ça l'ethnie. C'est ça l'identité. Donc, j'ai dit, qui sont diétons? Les gens ont levé la main ici. Ils se sont levé la main. Et donc, en levant la main des deux côtés, ils se sont regardés. Donc, il y a un dialogue parce que déjà, ils appartiennent au même clan. Et j'ai dit les bétons. Et puis, j'ai dit un troisième, les haïnos. Puis après, j'ai arrêté. Les autres ont dit, mais non, et nous, tu nous as laissés. C'est ça le problème de l'identité qui rassemble. Donc, ils savent qu'il est diéton là-bas, il est diéton ici. Alors que jusque-là, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas et ils étaient en conflit. Ils ruminaient des choses à l'intérieur. C'est ça le principe de l'identité ethnique comme base du dialogue. À partir de là, alors ils ont commencé à dire, donc, il est la même, c'est comme ça qu'on l'a construit. Et le climat qui était suspicieux est tombé. Voilà. Tendu. Et puis ils ont commencé par rire. On a pu aborder des questions pratiques. N'est-ce pas? Jusqu'à toucher les problèmes religieux entre les deux. Donc, c'est une expérience. Le professeur Thévois a fait publier ça dans sa revue. D'accord. Alors, très bon développement, mais je souhaite qu'on aille un peu plus en profondeur, n'est-ce pas, sur votre recherche, le MADI, le modèle africain du dialogue interreligieux. On veut plus comprendre, docteur. D'accord. Merci. L'approche a 3 phases. Voilà. La première, c'est la phase préparatoire. Qui consiste à quoi? Qui consiste, premièrement, à celui qui vient entreprendre la recherche, le chercheur, donc moi. Cette approche, cette phase indique quoi? Que je dois parcourir et étudier la théorie, normalement, des dialogues. C'est ce que j'ai fait. J'ai examiné et j'ai étudié la typologie des dialogues. Bon. Et après avoir étudié la typologie des dialogues, cette phase préparatoire consiste donc à aller sur le terrain pour faire ce qu'on appelle le sondage du terrain, voir soi-même par rapport au terrain ce qu'on est. La phase exploratoire, ça c'est ça. C'est dans cette phase exploratoire que j'ai découvert mon incapacité à communiquer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand les gens me posent des questions, je suis en train de parler, je ne fais pas une phrase en marqué sans qu'il y ait agencement donc de français. Jusqu'à ce qu'un homme me dit je ne sais pas si vous voyez. Si. Ça veut dire converser sans mélanger le français, c'était difficile et je ne me rendais pas compte. Il a fallu aller, et c'est cette phase préparatoire qui m'a fait découvrir. Ça veut dire quoi? Quand je suis revenu, alors je m'étais inscrit pour vraiment étudier la langue fond. Ma fille est alphabétisatrice et elle m'a trouvé le syllabaire. J'ai donc commencé par apprendre à parler. Le fond. Le fond. D'abord. Bien sûr, parce que c'est une langue où ils ont la même racine. Il y a les accents. Les accents se complètent. Oui. Et le fait de commencer par l'apprendre, mon cerveau a commencé par remémorer, à faire les choses, les idiomes, à revenir. La deuxième chose que la phase exploratoire m'a permis de découvrir, c'est que quand j'étais parti, il y a des cérémonies, il y a des moments où les gens dansent. Et voilà, moi, le chercheur qui vient. Et des fois, c'est le chemin. Vous connaissez les marqués avec le chemin. Vous mettez à danser avec les gens? Non, le premier moment, il ne pouvait pas danser. Parce que vous ne savez pas danser? Non, je ne savais pas danser. Au retour chez moi, j'ai mis 6 mois pour apprendre à danser. Aujourd'hui, mon sport que je fais même, c'est ça. C'est la danse. C'est la danse, c'est ça. Et je vous dis, pour vous montrer la réalité que l'intégration du chercheur dans son environnement capital, s'identifier normalement à son propre peuple, ce n'est pas parler le français, c'est parler la langue, dialoguer avec eux. C'est aussi connaître son rythme
Mais connaître le rythme, c'est pas avoir le goût de jouer dans la radio, tout ça. Mais est-ce que tu peux danser? Donc, et quand je suis reparti, après, parce que j'ai fait 7 ans. Pour cette phase d'exploitation, quand je suis reparti, et les gens étaient dansés. Le jour que je suis rentré dans le chemin, j'ai commencé à danser, et j'ai vraiment dansé. Mais c'est l'épargne. Les gens mettaient sur vous. Et ils étaient contents, parce que ce n'est plus le Akowé qui était venu vers vous, vers eux, qui était venu vers eux, mais recherches. il a une intégration. Il s'est intégré. Donc, cette phrase est fondamentale pour l'exploration. Donc, il y a des choses que j'ai apprises. C'est pour mieux comprendre le dialogue que je m'étais associé normalement au centre de professeur Thévo Edjai pour suivre des cours, pour faire des choses. L'anthropologie avec le professeur Aguessi. Cette phase préparatoire a fait tout ça. C'est ça. Pour bien comprendre la sociologie, l'anthropologie du peuple. Alors, je m'étais abonné à un spécialiste de ce qu'on appelle anthropologie du geste, Marcel Jousse. Il a un grand centre. Il a étudié ça toute sa vie, il est mort, mais puis le centre continue. C'est là où j'ai appris le sens des rites, le sens des gestes. Parce que les gestes sont de sens depuis l'enfance. Donc, ça, c'est la phase préparatoire. Vous voyez que donc, ce n'est pas une recherche où on va seulement pour enregistrer. Il y a la phase d'intégration. Dans cette phase préparatoire où tu intègres, la dernière chose que j'ai fait là, c'est de trouver des intermédiaires. Ça, j'ai appris ça dans les cours théoriques du dialogue. Quand tu veux faire le dialogue, que ce soit culturel, interculturel ou religieux, il te faut des intermédiaires. Des personnes qui vivent dans l'environnement, avec qui tu fais le dialogue, à qui tu présentes un projet. C'est eux qui portent le projet. Forcément. Parce que si tu vas là-bas et ils n'ont pas un répondant, les gens ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas te livrer. Surtout quand on va arriver sur le programme religieux ou dans nos croyances, les religions, c'est initiation, c'est pas possible. Donc, j'ai trouvé 2 intermédiaires qui sont d'un côté de chaque communauté. De communauté des Vaudous et de communauté, donc de l'Église. Ça, c'est la phase préparatoire. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase exploratoire. Et là, qui consiste à faire l'analyse socio-anthropologique de l'ethnie. Donc, tu ne vas pas d'abord pour commencer déjà le dialogue, mais l'analyse socio-anthropologique de l'ethnie. C'est ça qui a fait que j'ai commencé par l'histoire. Et toutes les démarches pour aller voir les Marie Wendola, cette association, c'était la démarche anthropologique. Grâce à ça, j'ai pu rencontrer les têtes couronnées Marie. C'est ça. Ils m'ont permis donc d'interviewer des gens. Ils m'ont raconté des histoires. Donc c'est ça d'abord, l'analyse anthropo-sociologique de l'ethnie. C'est ça qui va te permettre, quand tu seras avec les gens, de les connaître, de les comprendre, pour ne pas leur attribuer tes pensées, pour que ça soit eux, ceux qui s'expriment. Donc, après cette phase d'analyse socio-anthropologique, il y a maintenant l'intégration religieuse dans les 2 communautés en conflit. Donc, j'ai présenté le projet aux chrétiens. Et j'ai présenté le projet, normalement, aux Vaudous. Vous aviez eu entre-temps vent du conflit qui existait entre les deux. Mais c'est ce que j'ai dit, oui, j'ai dit. Vous savez, il y avait un conflit, et puis j'ai été interpellé. Et j'en ai fait, donc, normalement, objet de recherche. C'est ça. Oui. Donc, il y a intégration socio-anthropologique du chercheur. Et dans ça, il doit terminer par trouver ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est nécessaire. Ces intermédiaires sont fondamental. Fondamental. Sinon, vous ne pouvez pas obtenir. C'est eux qui vous introduisent. Et après, j'ai élaboré les critères des intermédiaires. Il doit y avoir des gens qui vérifient certains critères. Donc, influents dans la communauté. Quand ils parlent, on les écoute, on leur fait confiance. S'ils ne sont pas crédibles, vous ne pouvez pas obtenir les informations des 2. Donc, c'est comme ça. Donc, après l'intégration socio-anthropologique, il y a l'intégration religieuse des 2 communautés. Mais ce que j'ai amené, qui permet que je sois avec chaque communauté, c'est l'histoire Marie. D'accord. Oui, c'est pour ça que j'ai fait sortir le principe. Il faut dire, mais quelle est notre histoire? Et c'est cette histoire, qu'il soit dans l'église ou dans le Vaudou, il est Marie, il connaît. Donc, j'ai eu à faire avec eux des rencontres où chacun essaie de raconter. C'est là où j'ai découvert que le peuple qui n'a pas l'écriture
l'histoire doit se faire collectivement. C'est ça. Parce que c'est quand ils sont en groupe que quand quelqu'un raconte un pan de l'histoire, ça rappelle à l'autre. Et ainsi de suite. C'est pourquoi la méthode de collecte, je l'ai appelée, normalement, c'est l'entretien collectif. Il faut que ça soit en groupe. Parce que seul, il n'y a pas la mémoire collective. La mémoire collective, lorsqu'elle est ensemble, et lorsqu'une partie, ça suscite. Ça a été comme ça. Et les idées viennent de partout. Exact. Donc, vous voyez, intégration religieuse des deux communautés. Et c'est ça qui va permettre, il faut que ça soit autour de quelque chose qui les rassemble. Ils sont conscients que je suis venu pour le dialogue, les deux. Et c'est annoncé. Donc, alors, moi, j'ai été là, j'ai fait l'intégration. C'est pourquoi ça a pris tant de temps, aussi là-bas qu'ici. Et dans l'intégration, vous ne parlez pas que de ça. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils ont, ainsi de suite, échange. Après l'intégration, donc, le moment des deux religions, c'est après ça que tout ce que tu as pu collecter, tu vas venir pour travailler dessus. C'est la troisième phase. Oui, c'est la troisième phase. Donc, il y a l'analyse des données. Donc, quand tu collectes maintenant les données, tu analyses. Ça te permet d'identifier où se trouve le problème. Parce que pendant la collecte, tu découvres chacun. Tu vois comment il appréhende. Et c'est ça qui te permet d'analyser et de situer. Alors, maintenant, pour que la troisième phase, qui est l'analyse, il faut aller à la concrétude du dialogue. J'ai pris une année sabbatique et je suis parti vivre là-bas. C'est quoi vous appelez année sabbatique? C'est-à-dire, j'ai demandé 1 an ou 9 mois dans mon service. C'est comme mise en disponibilité. Mise en disponibilité, Ouais. voilà. Et je suis parti vivre là-bas. Donc, ça a été plus très proche. Donc, j'étais plus régulier. Donc, c'est là où, normalement, la relation s'est familiarisée. Et chacun a pu, donc, nouer amitié. Et je suis devenu l'agent du dialogue. Tu dois gagner la confiance des deux côtés, de l'autre et ici. C'est ça à faire. Oui. Et je prends par exemple, avant qu'on ne fasse la rencontre de réconciliation, du côté, donc, au moment des autres, il fallait voyager, découvrir des choses, pour apprendre, pour faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Oui. Et ce n'est pas seulement que le côté religieux qu'on voit, on voit le côté social, la vie, comment ça se va, ça se passe. C'est un peu comme j'ai réintégré chez moi. C'est ça. Et donc, maintenant, on sommes devenus comme des frères, parce qu'ils sont tous mariés. Vous avez forcément commencé cette étude avec des défis. C'était quoi les défis? Les défis, c'est le facteur temps. Parce que vous avez une carrière, vous êtes ici. C'est pourquoi il faut voyager, aller là-bas. Le défi, c'est le défi temps. Oui, la première chose. La deuxième chose, le deuxième défi, c'est la prétention de dire, oh, je suis parti pour régler. Vous arrivez, c'est là que vous découvrez votre propre identité, je peux dire impérialiste, colonialiste. On ne se rend pas compte que quand on va à l'école, la manière dont on regarde les autres qui n'ont pas été à l'école. Et c'est là où j'ai parlé normalement de la découverte de son image dans le miroir. Vous découvrez que ce que vous êtes, quand vous prenez le miroir ethnique marqué, vous regardez là, vous voyez que vous êtes étranger. Donc, c'est ça, en fait, c'est le défi d'accepter, de changer. Très souvent, on ne se rend pas compte, on ne veut pas. Vous avez toute votre approche. C'est pourquoi il faut être chercheur. Vous allez... Mais il faut être chercheur patient. Oui, patient, mais déterminé, passionné. Parce que les conditions de vie sociale, tout ça là, dans laquelle l'Occident vous a mis là, vous avez vu là-bas, c'est tout autre chose. Mais vous ne pouvez pas ne pas manger avec les gens, boire avec les mêmes choses, tout ça, ça demande. Et c'est là où je parle de la force d'intégration. Si vous n'avez pas ça, ce qui peut se passer, vous pouvez revenir craquer.
le défi d'avoir des troupes. Donc ça c'est un peu comme ça que je vois. Alors justement, on va parler un peu des difficultés que vous avez eu à rencontrer, Oui, n'est-ce pas, au cours de ces enquêtes-là. Mm. Il doit y en avoir certainement. Oui. Bon, les difficultés, c'est des fois, l'incompréhension au début. Des fois, Vous êtes incompris ou c'est vous qui ne comprenez pas les autres? C'est moi qui ne comprends pas les gens. D'accord. Oui, vous ne les comprenez pas. Je vous dis, un jour, un ancien m'a arrêté et m'a dit, tu sais, dans la tradition maquée, les aînés ne parlent pas en désordre. Et tu ne cesses de poser des questions. Quand on vient pour apprendre, ce n'est pas nos réponses qui vont t'informer. C'est pour ça que j'ai travaillé sur l'anthropologie encore. Ce n'est pas nos réponses, le parler qui va t'intéresser. Mais c'est nos gestes, la manière dont nous fonctionnons, nos positions. C'est ça. Et il m'a dit, regarde ce groupe, quand tu étais venu, tu vois, tu poses des questions, tout le monde te regarde. Et tu n'as pas fait attention. Donc tu n'as pas lu, tu n'as pas compris. Il faut déduire donc les réponses de comportement des autres. Exact. C'est pour ça que j'étais parti m'abonner à l'anthropologie du geste. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment les difficultés. Au début, tu leur poses des questions. Tu attends ce qu'ils répondent. Comme on fait à l'Occident, on fait en classe. Ils ne réagissent pas automatiquement. Non, pas du tout. Et puis, il y a un qui m'a dit, mais écoute, des fois, tu te dis, et puis tout le monde se tait. Il y a des silences qui disent, on n'est pas d'accord, mais on ne va pas te dire. C'est à toi de décoder. Ça a été difficile de décoder. Ça. Vraiment, comment les gens, ils ne parlent pas, mais ils te parlent. Ça, c'est l'anthropologie du geste. Et il faut apprendre le mimisme. Oh, c'est pas facile. Donc ça, c'est certaines difficultés. Mais vous voyez, c'est moi. Parce que j'ai quitté le milieu. C'est là où j'ai parlé dans la tête de mon acculturation. Il faut être conscient, il faut accepter. Si tu refuses, tu te vas là comme le blanc qui vient pour leur dicter, tu ne peux pas avoir l'information. C'est ça. C'est pas possible. Surtout du côté encore des religions endogènes. Parce que c'est encore plus complexe. C'est une croyance initiatique. C'est fermé. Ouais. Ils n'ont pas de texte. C'est ce qu'on croit. Mais c'est là où j'ai appris les textes oraux. C'est-à-dire le panégyrique. Et c'est dans ça que tu iras pour décoder. Tu prends ils t'ont permis, tu enregistres. Maintenant, quand tu viens pour transcrire le panégyrique, mais c'est comme un langage que tu ne comprends pas. Pourtant, c'est marqué qu'ils ont parlé. L'image et la manière de les agencer, c'est si complexe. Alors, il fallait repartir encore pour demander des explications. Qu'est-ce qu'on veut dire? Vous voyez les difficultés? Oui, donc, ils ont les textes. Et surtout ça, c'est le panégyrique. C'est la manière, c'est leur, je dirais, c'est leur livre. Ouais. Sur l'identité, sur les croyances, sur ceci. Et l'autre chose que j'ai découverte, que je n'avais pas compris au début, j'ai dit, mais quand vous faites une enquête, vous demandez quel est votre âge. Personne ne connaît son âge. L'âge quand je prends le côté des religions endogènes, mais ils connaissent l'âge où ils ont été initiés. C'est ça. Ils ont été initiés. Et l'autre chose, l'initiation n'a jamais été individuelle. Donc j'ai découvert et j'ai une confirmation de la culture occidentale caractérisée par l'individualisme et le matérialisme, contraire à la culture africaine communautaire. C'est ça. Et l'identité est communautaire. Ouais. Donc, ça, c'est un peu les aspects que j'ai découverts. Mais ça n'a pas été facile donc, de comprendre. Il faut vraiment être passionné et être prêt à dire, mais je suis venu pour chercher. Aller dans l'Afrique profonde pour comprendre, il faut vraiment dire, c'est une réalité, c'est un grand défi et il ne faut pas échouer. Justement, est-ce qu'au regard de tout ce que vous venez d'énumérer en ce qui concerne vos défis et les efforts que vous avez consentis, est-ce que vous semblez avoir atteint les objectifs attendus? Oui, le premier objectif, c'est que j'ai été transformé. Transformé comment? En quoi? Le chercheur africain qui utilise Madi, il revient transformé. C'est ça. Oui. Son identité illusionniste, conflictuelle, religieux et culturel
il découvre autre chose. Ça, c'est la première chose. C'est pourquoi il dit que c'est la solution pour l'Afrique. Parce que si nous voulons bâtir l'Afrique, qui sont ceux qui veulent bâtir? Est-ce que c'est des Africains ignorants dans la peau occidentale qui vont bâtir, ou bien les Africains qui sont conscients et qui sont devenus Africains, mais avec la capacité est-ce que c'est ces Africains qui vont construire? C'est ça un peu. Donc, première chose, la transformation du chercheur. C'est ça. Parce que si la méthode peut te transformer, tu règles le problème d'identité. Ouais. Alors, vous avez vu que j'ai réglé mon problème d'identité. Forcément. Je parle mieux. Je ne peux pas dire que je comprends tous les jours maintenant. L'occasion pour moi de lire la Bible en fond. Je commence, quand on me donne de prêcher, je fais en fond. Alors qu'avant, c'était toujours en français. C'est ça. Non. Deuxième chose, le rythme, c'est ignorant. Ça m'a permis de comprendre les rythmes qui sont dans mon ethnie. Quand je quittais avant, en 70, je ne connaissais que 2 rythmes. Mais là, je découvre qu'il y a 14 rythmes. Et chacun avec le sens, avec les événements. Voilà. Non, ça, c'est vraiment une découverte. Tu découvres que c'est tout un monde, mais que tu es ignorant. Et pourtant, tu te dis intellectuel, capable de parler pour eux. Mais là, non, c'est toute une découverte. Et c'est ça ce que je pense que l'approche fait. Vous êtes changé, vous êtes transformé. Maintenant, ils sont prêts. Quand tu leur dis, c'est ça qui est bon, lorsque vous avez intégré et vous proposez quelque chose, ils vous font confiance, ils peuvent faire. Alors, docteur Arouga, vous avez été seul à prendre cette initiative d'aller connaître la culture de votre région, j'allais dire. Alors, dites-nous, quel est l'impact des colloques sur le dialogue interreligieux et la paix sociale? Normalement, le dialogue a pour but d'amener la paix sociale. Forcément. Mais vous avez vu ce que vous avez lu au début, le contexte. Ça veut dire que les colloques n'apportent pas la paix sociale. Et qu'on pourquoi? souhaite. Est-ce que c'est parce que les colloques sont trop sérieux? Non. Les acteurs de colloques ne sont pas les instigateurs de conflits religieux. Vous comprenez très bien. C'est ça. Les acteurs, ceux qui viennent pour parler de conflits, pour le dialogue, là, ce ne sont pas ceux qui créent, normalement, les conflits à la base. Voilà. Ça, c'est le premier fait. Deuxièmement, les colloques relèvent du troisième type de dialogue. C'est le dialogue intellectuel. Ouais. Et au colloque, on ne parle que le français ou l'anglais. Mais si vous voyez ceux qui sont en conflit religieux, ce n'est pas les gens de Cotonou. Si je prends ça, là, j'essaie de montrer qu'il n'y a pas le conflit, c'est au village. C'est là-bas qu'il faut parler. Vous les amenez, les acteurs au colloque, ils ne vont rien comprendre. Mais si vous dites, oh, c'est intellectuel, d'aller faire le colloque en langue, fond ou marqué, ils ne peuvent pas. Ça veut dire que c'est spécifiquement intellectuel. C'est le troisième, parce que j'ai parlé de la typologie du dialogue. Ça, c'est le troisième type. C'est le dialogue intellectuel. Ça veut dire que, au fait, si les acteurs du colloque ne sont pas normalement les instigateurs de conflit, on peut pas penser à une solution. C'est pour ça qu'on investit, on fait beaucoup de choses, on ne fait pas. Et c'est pourquoi j'ai proposé l'approche. Mon approche n'est pas un dialogue intellectuel. Ça touche aux 2 dialogues, aux catégories de dialogue. Il y a le vivre ensemble et le dialogue d'engagement. C'est ça. Oui, parce que dans la typologie, le premier type, c'est le dialogue, normalement, de vivre ensemble, le dialogue d'engagement. Le troisième, c'est le dialogue intellectuel. Et le quatrième, c'est le dialogue existentiel. Ça, là, il faut être un chercheur pour peut-être parvenir. Mais si tu veux aller à la base, là-bas, ce n'est pas le discours, c'est le vécu. C'est ça. Donc, ce n'est pas... C'est pas une question d'une 2 jours ou une semaine. Exact, c'est des années. Vous voyez, non? Alors que les colloques durent seulement, si c'est beaucoup, plus une semaine. Beaucoup plus. Donc, ce ne sont pas les solutions. C'est pourquoi il y a vu que... On va parler d'impact, oui. Et si ça a d'impact, au moins les gens se rassemblent pour parler. Mais est-ce qu'un jour, il peut avoir le souci de dire, mais ceux qui parlent du dialogue, qu'ils aillent sur le champ du dialogue? C'est-à-dire, parce qu'on ne fait pas le dialogue, le colloque,
Sans découvrir la réalité. On ne va pas au champ, sur le champ, il faut dialoguer. Ça. On le fait dans les grands centres urbains. Ne serait-ce que descendre. Si les gens descendaient, peut-être que... Pour s'enquérir des réalités ou des causes même de conflits. Est-ce que le colloque, c'est ce qui est approprié? Nous parlons pour les gens. Nous parlons des gens. Donc, c'est pour ça que l'impact, je ne peux pas dire que c'est nul. On a fait la chaire UNESCO, mais le dialogue, on le fait à l'université. Est-ce qu'il y a un conflit interreligieux à l'université? Non. Je ne sais pas encore. Non, on étudie. Donc, ça, c'est la pédagogie occidentale que nous avons, qui nous dit, mais écoutez, apprenez. On peut avoir beaucoup de diplômés. J'ai l'habitude de dire aux étudiants, on nous a dit qu'il y a près de 10 000 experts comptables africains, mais les comptes les plus sombres sont en Afrique. Donc, ça veut dire que... C'est bien marrant. Oui, les diplômes et puis les réalités que nous vivons. Est-ce que vraiment il y a adéquation entre les gens qui portent et ceux qui peuvent résoudre le problème? Ça, c'est un peu comme ça, non? Est-ce que ça vous permet au moins de voir que l'impact, oui, on peut avoir les textes, on a parlé on a parlé du dialogue, mais c'est ça. Donc maintenant, au moins, on peut encourager pour dire si la chaire UNESCO, quelqu'un qui veut faire le dialogue, est-ce qu'il doit rester à l'université? Quel type de dialogue il veut faire? À moins que ça soit le dialogue philosophique. Même là, ça serait le dialogue philosophique de l'Occident. Mais la philosophie africaine demande qu'il faut descendre. Il faut forcément descendre sur le terrain. Il faut forcément séjourner avec les personnes que vous voulez réunir. Exact. Pour parler, oui. Parce qu'il y a des vieux qui ont encore des choses. C'est pas pour rien que Amadou Ampateba dit les vieux qui meurent, c'est les bibliothèques. Je l'ai même écouté encore dans la semaine. C'est ça. Et si on veut avoir cette bibliothèque, c'est pas ici. Non. Il faut descendre. Et ils sont en train de mourir. Je vous ai dit faut que j'ai rencontré quelqu'un qui a 104 ans, qui a porté, normalement, le colon, le chef canton blanc qui est venu à Savalou. Ce homme-là, il a 104 ans. Il est encore là. Oui, il a encore le cerveau, mais il nous raconte comment ça se passait. C'est émouvant. Alors, qu'est-ce que vous faites pour imposer peut-être votre approche ou le MADI, n'est-ce pas, aux réalités estudiantines? Non, en fait, vous, en me permettant de parler, vous êtes en train de diffuser, de divulguer pour que les gens découvrent. Et c'est pourquoi je vous ai remercié pour dire, généralement, vous faites les recherches, ça reste dans les placards. C'est ça. Alors, là où moi j'ai la possibilité d'intervenir, je commence à intervenir. C'est ça. Donc, j'ai dit au monde, par exemple, chrétien, avec lequel je travaille, auquel j'appartiens, j'ai commencé par dire, mais les approches de nos facultés instituts doivent changer. Et à partir donc de la rentrée, les étudiants qui ont fait la licence, ils doivent faire s'ils doivent faire une licence, le sujet ne serait plus les textes ou les thèmes. Parce que l'approche n'est pas thématique, c'est un objet. Tu prends quelque chose, tu iras chercher sur le terrain. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut former les gens très tôt qu'ils aient une recherche. Souvent, j'ai dit, les recherches théologiques sont sans les sciences sociales. Donc, il faut apporter des réformes, il faut apporter des changements. Donc, j'influence à mon niveau et j'essaie donc de diffuser autant que possible. Et vous faites partie des gens qui peut-être sont en train d'aider à diffuser. Très bien. Docteur Augustin Arouga, dites-nous, le dialogue interreligieux est-il de l'apologie? Oui, le dialogue interreligieux, surtout des colloques. Parce que quand on parle de dialogue, des colloques, il y a d'abord ce qu'on appelle la nature du dialogue. On fait le dialogue quand on est dans la même tradition religieuse. Supposons, on prend le christianisme. Dedans, dans le christianisme, on a les cathos, on a les protestants, on a les évangéliques. Ça, c'est la même tradition. OK. Maintenant, quand on fait le dialogue, et c'est à l'intérieur d'une même tradition, c'est ça qu'on parle du dialogue écuménique. Parce qu'ils utilisent les mêmes bases de croyances. C'est les interprétations qui diffèrent. D'accord. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on appelle le dialogue écuménique. Le dialogue écuménique n'est pas le dialogue interreligieux. Pour qu'on parle du dialogue interreligieux, il faut quitter la tradition religieuse. Il faut que ce soit deux traditions religieuses qui ont peut-être des bases de référence différentes. Mais quand on est dans la même tradition religieuse, c'est écuménique. Dans ça, vous allez voir que
s'il y a ces trois rubriques, vous voyez, c'est la même chose, comme les religions islam, hein, les sunnites, les chiites, donc c'est comme ça. Chacun, donc, défend son interprétation. Et c'est ça qu'on appelle apologétique. Je défends ma chose là. Et dans ce cas, ce n'est pas du dialogue, mais on va pour exposer à l'autre ses croyances. Pourtant, on appelle ça dialogue. Voilà. Ça, c'est l'illusion du dialogue. Quand le dialogue et l'apologie n'est pas véritablement dialogue, il dit, c'est comme défense. Je protège mes acquis. Ce n'est pas encore dialogue. Alors, quand on va entre dialogue, on va faire le dialogue interreligieux. Ça fait deux traditions religieuses. Donc, vous voyez que quelqu'un qui est de la tradition judéo-chrétienne, j'aurais souhaité qu'on parle souvent en Afrique de la foi judéo-chrétienne. Si vous voulez, je vais revenir pour expliquer. Mais lorsqu'on est dans le christianisme, et on veut faire le dialogue avec les religions endogènes, ça fait vraiment dialogue interreligieux. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui est dans le christianisme, qui ne connaît rien des croyances africaines, qui ne connaît pas les fondements, peut-il dialoguer? Ou quelqu'un qui est vraiment dans les religions endogènes, mais qui ne connaît pas le christianisme, peut-il dialoguer? Il ne peut pas dialoguer. Ça veut dire que si on veut parler de dialogue, mon approche dit le véritable dialogue, c'est le chemin de la recherche pour comprendre l'autre. Justement, cet exposé m'amène à comprendre ou à chercher à comprendre d'où est-ce que viennent les conflits. Oui, les conflits, c'est que la religion, lorsqu'on prend, quelle que soit la religion, surtout ceux qui sont la religion du livre, ils sont trois, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Donc chacun a un texte sacré et a une interprétation du texte sacré. Donc, c'est le fait que la religion, si on prend sur le vif, c'est un domaine affectif. Ok. Le domaine affectif. Quand vous prenez l'humain, on a le cognitif, la capacité de réfléchir, on a l'affectif, les sentiments, y compris les 4 sentiments de base, et ce qu'on appelle psychomoteur, l'action. Donc, vous voyez que c'est ce que tu as compris et ce que tu vis comme sentiment qui va t'amener à agir. Quand vous prenez cette image de ce qu'on appelle l'homme interne, la religion, généralement du livre, a 2 catégories. Il y a ceux qu'on appelle les savants. C'est eux qui travaillent plus le cognitif. C'est eux qui font les dialogues, normalement tels que je définis, ils réfléchissent et ils peuvent être apologétiques, ils défendent. C'est eux qui. Mais il y a la majorité qui ne t'édue pas la religion, qui ne connaît pas l'histoire de la religion. Et c'est eux qui vivent les réalités. Les autres, la minorité qui a la capacité de réfléchir, de comprendre, souvent ne vivent pas la réalité de la majorité. Donc, alors que dans la majorité, les gens, ils connaissent un peu, ils sauvegardent. C'est un peu comme quelqu'un qui marche avec un béquille, avec les béquilles, tu veux lui arracher, il va crier. C'est ça qui explique. On lui dit, mais ce que tu dis est faux. L'autre dit, non, c'est moi qui ai raison. Mais est-ce qu'ils sont capables d'expliquer? C'est pourquoi souvent, il n'y a pas une raison pour leur foi. C'est ça qui explique un peu les conflits. Alors, quelle est la place des valeurs africaines dans le dialogue interreligieux, Dr Aouga? Les valeurs africaines, dans le dialogue interreligieux. Oui, bien sûr. Et c'est bon de comprendre ce que nous ne définissons pas valeurs africaines. Pourquoi pas? Oui. Les valeurs africaines sont normalement un acte social ou culturel qui a été développé par les ancêtres, mais qui se communique par éducation. On ne réfléchit pas aux valeurs africaines. Nous les héritons. Lorsque l'Afrique était seule, sans la rencontre, ces valeurs étaient des valeurs justes, des valeurs profondes. Mais avec la rencontre, et surtout avec l'Occident, ces valeurs ont été émoussées, désarticulées, elles disparaissent, rejetées, voilà, condamnées, éduquées, qualifiées de normalement sauvages. Mais nous les portons parce que nous n'avons pas étudié. Les valeurs religieuses des religions, comme on parle d'importer là, on les a étudiées comme en classe. Ça veut dire, quelque part,
les gens qui ne retournent pas pour bien comprendre les valeurs africaines, pour savoir comment il faut appréhender la nouvelle chose, donc ils sont en conflit. Et quand ils sont en conflit, alors, on a dit, qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu ces valeurs? Pour vous montrer une chose simple que la valeur a été perdue, c'est que l'esclavage a détruit notre identité en tant qu'humain. La colonisation a fait ce qu'on appelle la glottophagie. On a mangé nos langues. Quand tu vas à l'école, on te dit signal. Il ne faut plus parler du tout ta langue. Si. Quand on t'arrache ta langue, au fait, la foi, la religion, les croyances, tout sont dans la langue. Et on te fait apprendre une langue, mais qui, les mots, les expressions, ne cadrent pas, ne touchent pas tes réalités. Les On réalités te que tu l'impose. fais. Oui, on te l'impose. Mais si on t'impose, pour au moins, ça t'aide pour régler ces problèmes, ça n'y est pas. Donc, les valeurs africaines que nous avons héritées, qui sont normalement en perte de vitesse, je pense que c'est ma démarche, vous voyez, c'est ma démarche qui permet d'aller les retrouver, Si. non pas pour les prendre et les vivre textuels, mais on doit examiner pour dire comment ces valeurs peuvent alors encore être vécues dans un autre monde, parce qu'il n'y a pas une culture statique, il n'y a pas une religion statique. Tout évolue. Et il faut intégrer. Mais il faut connaître la chose, avant de savoir quoi intégrer. En voulant intégrer, on fait le dialogue. J'ai ma valeur. Quand je la mets aujourd'hui, elle ne peut plus fonctionner bien, mais qu'est-ce que je peux prendre chez l'autre pour l'améliorer? Comme ça, je la garde, mais je la fais évoluer. C'est ça, en fait, le sens du développement. C'est un peu comme ça que je dis. Donc, il faut commencer par ces valeurs. J'ai cité 2 valeurs pour dire, par exemple, la gérontocratie. Vous connaissez la gérontocratie? On veut bien connaître. Oui, la gérontocratie, c'est l'âge a de la valeur. L'âge de la valeur. L'âge a de la valeur. Ça veut dire quoi? Les personnes âgées, c'est comme on dit, éco-coudron. Il a vécu des choses. Et ce qu'il a vécu l'intègre à sa manière d'être. C'est pourquoi on parle des vieux qui sont sages. La gérontocratie dit, la sagesse et l'âge vous confèrent un savoir-faire qui a intégré vos vicissitudes, les solutions que vous avez eues. Ça, c'est la gérontocratie. Elle permet de dire, le mal, ce qu'on raconte n'est pas toujours mauvais, c'est formateur. Donc, ça, c'est la gérontocratie. Et vous voyez que quand on est comme ça, on peut combattre, on peut décider, on peut souffrir pour changer. Aujourd'hui, vous constaterez que beaucoup critiquent pour dire que les jeunes veulent réussir sans souffrance. C'est ça. Ça, c'est une perte de cette valeur. Si vous enseignez des fois à vos enfants la valeur, cette valeur africaine, ils racontent des problèmes là-bas. Je donne l'exemple. L'autre dernier, on lui a enseigné, quand tu vas quelque part, tu prends le bus, partout, une personne âgée rentre, tu te lèves, tu lui donnes la place. Les gens disent, mais non, elle est la première arrivée. Ça fait partie des valeurs africaines. Ouais. Ouais. C'est ça. La personne âgée a de la valeur. Elle a déjà vécu. Elle est vieille. Elle rentre dans un bus. Toi, Ça tu es devient jeune, un toi, réflexe. réflexe. Ça n'existe plus. Vous voyez cette valeur. C'est comme on dit, lorsque on mange avec une grande personne, on n'a pas le droit de se laver les mains tant que la personne n'est pas finie de manger. C'est ça. Oui. Et ça, c'est subsidiaire. Mais les autres qui disent, par exemple, je prends ceci. Un jour, cet enfant qui est assis et qui n'a pas cédé la place à la personne âgée va venir à son âge. Ouais. Ça veut dire que pense qu'un jour tu vas arriver là. Et qu'est-ce que tu aurais souhaité Qu'on te fasse. qu'on te fasse? C'est une valeur tellement africaine, mais que nous sommes en train de faire. L'autre, c'est l'hospitalité. D'accord. Alors, comment peut-on réussir un dialogue interreligieux? Comment est-ce qu'il faut forcément réussir? Quelles sont les méthodes que vous, en tant que chercheur, vous préconisez? Eh ben, c'est tout mon travail. Au fait, c'est on doit apprendre à développer le dialogue. Le premier type de dialogue, c'est le vivre ensemble. Vivre ensemble, il y a 2 manières. Il y a des situations qui vous mettent ensemble. Les gens autour de vous, vous n'avez pas choisi les gens avec qui vous allez vivre dans le quartier. Oui. Voilà. Donc, C'est comme on dit, on ne choisit pas son voisin. et voilà, on ne choisit pas son père, on ne choisit pas. Donc là, vous irez en classe. Bon, on peut choisir encore. Mais ce dialogue, au fait, et ce dialogue de vivre ensemble aura de valeur lorsque l'individu a une identité qui lui permet
d'être et d'être reconnu quelque part. Parce que lorsqu'on est en crise d'identité, on ne substitue pas par rapport à la différence. Le principe que j'ai fait sortir en parlant de l'identité ethnique comme base de dialogue, lorsque par exemple quelqu'un a une identité et c'est qu'il a une valeur, parce qu'il appartient à une communauté qui la valorise, il dit ça c'est notre identité ça. Les autres ont leur identité. Et le jour que l'on en face, il a une différence, il n'est pas obsédé par la différence. C'est ça qui prépare au vivre ensemble, qui accepte la différence. Sans ça, la différence, on l'amène dans un complexe. Soit tu es différent et puis tu es supérieur à moi, soit tu es différent, tu es inférieur. Tu n'es pas simplement différent. Alors que l'approche que je propose dit, on est différent, c'est normal. Alors, si on est différent, c'est normal. Qu'est-ce que ça fait ça, si on ne le fait pas en complexe, on le fait en complémentarité. Je ne sais pas si vous voyez. On est différent et c'est une richesse. Parce que ce que moi, je n'ai pas, toi, tu n'as pas. Il faut forcément se compléter. C'est ce qu'on appelle la synergie, la différence pour le développement. Alors, docteur Arouga, on tend pratiquement vers la fin de cet entretien. Quel type de cohabitation religion endogène et religion importée serait envisageable? Oui, au fait, si on a compris, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens du christianisme ignorent le christianisme. Ils ne connaissent pas le contenu du christianisme. Je prends les panafricanistes. Ils condamnent, oh, le christianisme, c'est occidental, c'est occidental. J'ai dit, l'approche, il faut faire de la recherche. Si on ne fait pas de la recherche, pour savoir, ça serait difficile. J'ai amené ce livre, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Comment l'Afrique a façonné la pensée chrétienne. Oui. De Thomas Oden. Oui, de tous ceux qui condamnent le christianisme, c'est qu'ils ne savent pas que quand on parle de la foi chrétienne, on doit dire la foi judéo-chrétienne. C'est-à-dire quoi? L'Ancien Testament, c'est ça qui a précédé le christianisme. Le christianisme ne peut pas exister sans le judaïsme. Mais le judaïsme est proche vraiment de l'Africain. Là, si vous regardez l'Ancien Testament, on enlève l'Afrique, l'Ancien Testament ne peut pas tenir. Alors que les gens disent que c'est Occident. Je pense que c'est bon pour eux de comprendre que si vous prenez l'Ancien Testament, vous enlevez le peuple juif, qui est le peuple fondateur du christianisme, ils ont été élevés en Afrique. Et quand on parle de l'esclavage, au fait, les Africains n'ont pas été les premiers esclaves. Que nos peuples ont fait, c'est les Égyptiens qui ont exploité pendant 400 ans les Juifs. Donc, mais ces Juifs-là, ils ont quitté l'esclavage de 400 ans et ils sont devenus un peuple fort qui ont influencé le monde. L'esclavage, si on s'est fait en lisant ça, on va dire, mais l'esclavage n'est pas un moyen de blocage. C'est un éveil. Parce que les Juifs ont fait ça. Et ils sont sortis, ils sont devenus normalement un peuple de référence. Ça veut dire, l'Afrique, parce qu'on parle de l'Égypte, a été esclavagiste. Les Juifs ont vécu là-bas. Ils sont sortis. Deuxième chose, l'auteur qui font ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, il a été élevé par Pharaon. Moïse a été l'enfant adopté de Pharaon. Et s'il n'a pas été élevé par Pharaon, il ne peut pas écrire ça. Donc on ne peut pas dire que l'Afrique n'est pas dans la Bible. Si on enlève l'Afrique, la Bible n'aurait plus son sens. Non. Même Jésus, quand il était jeune, il a été hébergé. Non seulement il a été hébergé, le jour qu'il allait pour la crucifixion, c'est Simon de Cyrène qui a porté la croix avec lui. Donc l'Afrique est dans la Bible. Et des fois, par l'ignorance, on ne sait pas. En connaissant ça, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Étudions le peuple juif qui a été esclave comme nous. Qu'est-ce qui leur a donné la capacité, après avoir été esclave, de devenir un peuple de référence? C'est le dialogue qui permet de dire, allons chercher chez l'autre, même si ce n'est pas la foi religieuse. Historiquement parlant, on peut apprendre. Ça, c'est un peu comme ça que je dis. Maintenant, quand on vient à la foi chrétienne, ce livre dit, les grands penseurs qui ont fait la doctrine chrétienne, ils étaient à Carthage, l'Afrique du Nord, les Saint-Augustin, ils étaient tous, la théologie a été conçue en Afrique. C'est ce qu'il a fait, cette démonstration. C'est cette histoire qui n'est pas connue et que l'Occident ne permet pas de comprendre. Et lui, l'Occident, mais pourtant, l'a fait sortir.
Nous, on enseigne ça. Moi, je suis spécialiste de l'Ancien Testament. C'est pour ça que j'enseigne. C'est un fait historique. Et quand nous ne connaissons pas notre histoire, Kizerbo dit, nous souffrons d'une maladie. Vous savez comment il l'a appelé? Non. Historiaminose. Wow. C'est-à-dire, il faut connaître son histoire pour ne pas répéter les erreurs, C'est ça. mais pour en puiser, pour développer la nouvelle chose. On va finir avec cette préoccupation, Oui. docteur Aroga. Dans le contexte actuel, qu'est-ce que vous proposez aux dirigeants de nos nations africaines? Et si vous avez vu tout ce que j'ai fait, je pense que un peuple, pour se développer, pour faire, doit frayer son chemin de recherche. Ça veut dire l'école, l'université doit être refondue et que les recherches soient prioritaires. Parce que c'est quand nous avons des gens capables d'aller chercher à comprendre les réalités contextuelles, parce qu'ils ont la capacité, qu'ils peuvent identifier en découvrant normalement les problèmes, comment il faut régler. Tant que nous n'allons pas prendre cela comme priorité et que nous importons, quelle que soit, je dirais, la pédagogie qu'on aurait fait ailleurs. Et que si elle ne nous encourage pas à aller faire notre propre recherche pour solutionner nous-mêmes la solution, on ne peut pas se développer. Et je termine en disant, une manière, par exemple, de développer ça en Afrique, c'est développer l'école de métier. Vous savez, le métier, c'est quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup la théorie, mais qui connaît beaucoup la pratique et qui règle les problèmes. Vous prenez les ingénieurs, ils peuvent concevoir la maison, mais s'il n'y a pas les maçons, les tâcherons, on ne peut pas dormir. Donc, développer l'école de métier, c'est amener les gens à régler les problèmes quotidiens. Donc, quelle formation, quel type de recherche développons-nous dans nos nations, dans nos universités, pour permettre à tous les élèves, tous les étudiants et tous les chercheurs de faire de la recherche contextuelle. Alors, on va vous permettre en quelques minutes de dire votre mot de fin, puisque c'est la fin de cette émission. Docteur Aroga. Oui, je vous remercie, madame, pour m'avoir poussé à parler, mais je voudrais surtout remercier le directeur qui a eu, après avoir entendu mes recherches, dit, mais écoute, viens partager un peu ce que tu as fait comme recherche avec les gens. Je le remercie et j'espère que les spectateurs peut-être ont été un peu bousculés, mais je vous encourage. Vous me regardez, quel type de recherche voulez-vous faire? Qu'allez-vous apporter à votre nation? Ne souffrez pas le problème de l'insignifiance. Les Occidentaux nous ont fait croire que nos problèmes nous dépassent. Et quand nous les regardons, on dit, ah, moi, je ne peux rien. Tu peux, si tu veux, aller chercher la solution. Mais personne ne viendra chercher. Va chercher. M'a dit, l'Africain va à la recherche de ses problèmes pour les régler. Merci beaucoup à vous, docteur Augustin Corsi Aroga. Mesdames et messieurs, c'était donc l'entretien de ce dimanche. Merci de votre attention. À très bientôt. Merci.